Épisode Focus. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode focus aujourd'hui sur l'endométriose vue par un gastro-entérologue. On fait ça avec le docteur Hélène Blasco-Perrin. Bonjour Hélène. Salut Maxime. Il y a ceux qui connaissent l'endométriose, ceux qui ne la connaissent pas. Ceux qui ne la connaissent pas du tout vont se dire ok, une gastro-entérologue, j'écoute. Ceux qui connaissent un peu vont se dire ça me semble pas être la bonne spécialité. Et puis il y a ceux qui connaissent très bien, ils vont se dire ok, je sais de quoi on va parler. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi une gastro-entérologue prend la parole aujourd'hui pour parler de l'endométriose, s'il te plaît? Bien sûr. Donc moi je suis gastro-entérologue, je travaille dans une clinique où on a un gros centre de chirurgie gynécologique, ils ont un gros volume d'activité sur l'endométriose. Clinique Pasteur à Toulouse. Exactement. La demande initiale, c'était de la part des gynécologues que je me forme à l'écho-endoscopie colique pour le bilan de l'endométriose pelvienne profonde. Dans le cadre du bilan préopératoire, pour déterminer le type de chirurgie qui doit être pratiquée en fonction des différentes mesures, degré d'infiltration colique du nodule postérieur. Et petit à petit, en fait, j'ai vu ces patientes débarquer, porteuses d'endométriose, mais également de nombreux symptômes digestifs qui s'apparentaient, en plus des symptômes d'endométriose, à de la symptomatologie de colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin irritable. D'accord. Et au fur et à mesure, je me suis dit qu'il y avait une vraie problématique parce que ces symptômes digestifs n'étaient peu ou pas calmés par les traitements usuels de l'endométriose. Ok. Merci pour cette première explication. Il y a beaucoup de termes qu'on va mettre en plat. On part du début. L'endométriose, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi c'est dû et quels sont les symptômes? On va préciser encore une fois que je ne suis pas gynécologue. Donc je vais faire avec ce que j'ai appris du coup de ma formation libérale, puisqu'on n'a pas appris grand-chose quand on était externe et interne. Il y aura peut-être un épisode avec une gynécologue qui nous expliquera sa partie à elle. Là, on va juste expliquer rapidement. Grosso modo. L'endométriose, c'est le fait de l'avoir de l'endomètre en extra-utérin, donc on peut en avoir sur les ovaires, c'est l'endométrium. On peut en avoir dans le péritoine, c'est l'endométriose péritonéale superficielle, et on peut en avoir en sous-péritonéale, notamment entre l'utérus et la vessie, et entre l'utérus et le côlon, c'est l'endométriose pelvienne profonde. D'accord. Ça, c'est pour les principales localisations de l'endométriose. D'accord. Voilà. L'endomètre est un tissu qui fluctue au fil du cycle chez la femme. Est-ce que tu peux nous préciser tout ça? Donc l'endomètre, c'est ce qui prolifère durant les 28 jours du cycle de la femme, donc qui grossit en fonction des variations hormonales de ces 28 jours, et en l'absence de grossesse, c'est ce qui va se défaire et donc desquamer et être responsable des saignements durant les règles. Il est localisé au niveau de l'utérus? Dans l'utérus, tout à fait. Ça, c'est sa localisation normale. Physiologique. C'est ça. Et l'endométriose, c'est quand ce tissu est anormalement implanté ailleurs. Ouais, ok. Exactement. Comment t'es venu? Alors, tu nous as raconté que c'était initialement parce qu'il y avait une anomalie dans la proposition de prise en charge de ces patientes. Là aussi, grossièrement, quel est le parcours d'une patiente avec une endométriose? De la douleur initiale à son examen complémentaire pour diagnostiquer l'endométriose, en quelques phrases, est-ce que tu peux nous récapituler le parcours d'une patiente avec cette endométriose avant qu'elle n'arrive dans ta salle de consultation? Donc le diagnostic de l'endométriose, c'est sur un ensemble d'arguments que le diagnostic est porté. Donc d'abord, il y a des arguments cliniques qui doivent le faire évoquer. Donc ça, c'est les 5D, les dysménorrhées, donc les douleurs des règles, la dysurie, les douleurs à la miction, la dyschésie, les douleurs intrarectales prédéfécatoire ou défécatoire ascendante en coup de poignard extrêmement importante, les douleurs pelviennes chroniques et les dyspareunies qui sont plutôt profondes et positionnelles. Donc ça, c'est l'ensemble des symptômes cliniques qui doivent le faire évoquer. Dyspareunie, douleur lors des rapports sexuels.
Merci. Et donc ça, on va voir le médecin généraliste, le gynécologue, on en parle. Et là, en fonction, il y a 2 examens complémentaires. On commence par une échographie pelvienne qui peut être complétée par une IRM pelvienne. C'est sur cet ensemble d'arguments cliniques et morphologiques qu'on peut porter diagnostic d'endométriose. Même si objectivement, le vrai diagnostic d'endométriose, ça reste la cellio-explo qui confirme ou infirme le diagnostic d'endo. Celloscopie exploratrice. Tu nous racontes l'examen. Alors, encore une fois, je ne suis pas gynécologue, mais c'est le fait d'aller faire une celluloscopie avec 3 trocars, une caméra et d'aller voir en zone abdominale, dans le péritone, dans le ventre, et d'aller constater l'existence de lésions. Parce que ce sont des lésions qu'on peut observer à l'œil nu. Oui, dans le péritone, oui, tout à fait. Ok, ouais. D'accord. Il y a des prélèvements de l'anatomopathologie nécessaires. Exactement, okay. Oui, tout à fait. Ils font des exérèses et ensuite ils l'envoient en anapathe pour analyse. Ok. Ouais. Donc, le diagnostic est fait. Un traitement à mettre en place, côté gynécologique, c'est le traitement qui prive en général la femme de ses règles. Le premier traitement de l'endométriose, c'est la contraception œstroprogestative. Alors, dans les détails, je ne vais pas y rentrer parce que c'est pas du tout mon domaine. Dans la mesure du possible, effectivement, c'est de stopper les règles pour diminuer les dysménorrhées, enfin qu'elles disparaissent en fait. Diminuer le reste des traitements et parfois il y a besoin d'aller jusqu'à la chirurgie. Et c'est dans ces cas-là où moi je peux être amenée à réaliser cette échoendoscopie colique parce que, notamment chez les patients qui ont des nodules rétro-utérins, donc entre l'utérus et le tube digestif, pour mesurer les nodules, mesurer le degré d'infiltration du côlon parce que l'endométriose peut infiltrer le côlon. Et c'est en fonction du degré d'infiltration, de la taille, de la hauteur par rapport à la marge anale que 3 techniques chirurgicales de résection digestives peuvent être envisagées. Ok. Écho-endoscopie, tu peux là aussi nous dire qu'est-ce que c'est ? Ouais. Donc l'écho-endoscopie, c'est une échographie par les voies naturelles digestives. Donc on passe par l'anus et on fait une échographie du rectum et du bas sigmoïde en fait. On remonte à peu près jusqu'à 30 cm de la marge anale. Donc on reste dans le côlon gauche, on peut pas aller bien loin, bien plus loin. Ça se fait. Alors moi je l'ai fait toute sous anesthésie générale. Voilà, il y a un lavement à faire la veille au soir, un lavement à faire 1 heure avant l'examen pour que ce soit propre. D'accord. Donc on commence à être sur un parcours assez dense pour la patiente déjà. Le traitement est mis en place, il y a une efficacité, il n'y a pas d'efficacité, et c'est à ce moment-là que toi en général, quand il n'y a pas une efficacité et une poursuite de certains symptômes, que tu les reçois. Quels sont ces symptômes précisément ? Du coup, souvent, à l'interrogatoire, bien sûr, je leur demande les signes cardinaux de l'endométriose. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait pléthore de symptômes digestifs qui s'y associaient. Notamment, ce qu'on appelle l'endobélie, c'est-à-dire elles sont très ballonnées, souvent après la consommation de certains aliments. Elles ont des troubles du transit, certaines sont diarrhéiques, d'autres constipées, et souvent c'est quand même une alternance de constipation, diarrhée. Elles ont des nausées, des douleurs holo-abdominales, enfin voilà, tout un cortège de symptômes digestifs qui, quand même, nous, gastro-entérologues, vont plutôt penser à du syndrome de l'intestin irritable. Et effectivement, on s'est rendu compte que 50%, moi je dirais plus, mais 50% des patientes qui ont de l'endo, elles sont colopathes, quoi. D'accord. Alors, syndrome de l'intestin irritable, 2 mots sur la pathologie. Ouais, le syndrome de l'intestin irritable, c'est les critères de Rome 4. Ça signifie avoir au moins 1 fois par semaine des douleurs abdominales associées à une modification, soit de la fréquence, soit de la consistance des selles ou une problématique de défécation. Ouais. Après avoir éliminé toute autre anomalie organique notamment. Ouais, c'est important. C'est un diagnostic d'élimination ? Alors, officiellement non, normalement non, mais là, chez les patients qui ont de l'endo, je crois que ça doit l'être. Parce que on sait, c'est prouvé, qu'elles ont plus de maladies cœliaques et plus de maladies inflammatoires chroniques intestinales, telles que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Les fameuses MICI. Les fameuses MICI. Pourquoi ? Parce que la maladie de l'endométriose est une maladie inflammatoire avec des désordres dyshymains. Et donc, on sait aussi qu'elles ont plus de lupus, plus de dysthyroïdie, etc. D'accord. Tout ça, ce sont des pathologies dysimmunitaires, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps produits, souvent des auto-anticorps qui vont se projeter sur des organes particuliers. Et donc, tu es en train de nous dire qu'il y a un tableau général qui peut être observé avec différentes atteintes organiques par cette dysimmunité. Tout à fait, oui. Ok, très clair. J'ai une question sur le syndrome de l'intestin irritable. C'est un symptôme de l'endométriose ou c'est une entité et un diagnostic indépendant de l'endométriose ? Ce sont 2 entités, à mon sens, bien différentes parce que on peut avoir un syndrome de l'intestin irritable sans endométriose
Et on peut avoir de l'endométriose sans syndrome de l'intestin irritable. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Et c'est important pour les patientes de faire la distinction entre les deux types de symptômes. Déjà, pour mettre en place le traitement le plus adapté. Et ensuite, pour qu'elles sachent quel type de traitement mettre en place. C'est-à-dire qu'actuellement, les patientes arrivent en disant « c'est mon endo ». La diarrhée, c'est l'endo, les ballonnements, c'est l'endo. Et je crois qu'on ne traite pas les ballonnements et la diarrhée avec une contraception, plutôt avec des modifications alimentaires, des probiotiques, etc. D'accord. L'endométriose, elle a souvent été décriée comme étant un diagnostic sous-enseigné. Moi, je voulais un petit peu te dire que sur les dernières années, il y a eu une belle évolution, il me semble, sur les nouveaux médecins formés. C'est introduit dans notre programme qui sera révisé pour le concours d'internat, donc un concours majeur dans le cursus d'un étudiant en médecine. Et donc, on espère qu'il y a un virage qui est pris de ce côté-là pour que les médecins qui arrivent soient davantage OK avec ça, aptes à savoir diagnostiquer une endométriose, savoir prescrire un examen complémentaire, etc. Donc, j'espère qu'il y a un petit virage qui est en train d'être pris pour la nouvelle génération de médecins. Oui, je crois que c'est le cas. C'est vrai, moi j'ai passé l'internat en 2010. J'ai regardé mon KB de gynéco il y a quelques jours pour voir un petit peu la proportion que c'était, l'endométriose sur un bouquin de, je sais pas, peut-être 300 pages. C'était une demi-page. D'accord. Il n'y avait pas d'item. Alors, un item, c'est un grand chapitre. Chapitre, Nouvelle génération, c'est un grand chapitre qui doit faire, je sais pas, 6-7 pages quand même. Oui, Ou, mais c'est un item peu en entier. Ouais. Là, c'était la moitié d'une page sur algie pelvienne chronique, tu vois. D'accord. Et il y avait 2 lignes sur infertilité. D'accord. C'est quand même une maladie qui touche, a priori, la prévalence est dure à préciser, mais 10% des femmes, entre 1,5 et 2 millions de femmes en France. La moitié sont colopathes au moins. Donc c'est un vrai problème de santé publique, un enjeu majeur. Ça a été très médiatisé et c'est très bien. Avec des personnes célèbres, connues, des actrices, des journalistes qui ont parlé et c'est très bien. Il y a des sportifs également, des maris de femmes atteintes, grands sportifs qui se mobilisent. Il y a eu d'ailleurs un match du rugby, je sais pas si tu as vu, les filles françaises qui ont joué et la Marseillaise avec l'emblème de l'endométriose. D'accord. Avant un match de H-Cup féminine. Donc ça, c'est très positif, ça fait avancer les choses. Mais je crois que clairement, pendant toutes ces années, on n'a pas été formés. C'est depuis 2020 que l'item sur l'endométriose existe. Tu vois, ça fait 4 ans. Donc c'est très bien, c'est très positif parce que c'est comme ça qu'on va faire reculer, qu'on va réduire cette durée de diagnostic. L'errance diagnostique. Ok. Est-ce que ces symptômes, notamment la dyspareunie, donc les douleurs lors des rapports sexuels, mais même les douleurs lors des règles, c'est pas un frein à déceler une endométriose chez une femme parce que c'est peut-être pas la chose la plus facile à verbaliser auprès de son médecin? Il y a 2 points là-dessus, je crois. C'est d'abord un grand tabou, même parmi les femmes, que de dire j'ai mal pendant les rapports sexuels. Et puis, c'est quand même de notoriété publique que les règles, ça fait mal. Et donc, il faut serrer les dents. Combien il y a de patientes qui me disent ouais, mais j'ai pas mal pendant les règles, mais comme tout le monde. Et tu demandes mais vous arrivez à vous lever? Vous arrivez à aller travailler? Non? Et ça dure combien de temps? 3 jours. Ça, c'est pas normal, ça. Voilà. Et donc, il y a une sorte de tabou. D'abord social, et ensuite il y a un tabou en face du médecin, quoi. De dire, et d'autant plus si c'est un médecin homme, de leur dire ouais docteur, en fait j'ai mal pendant les rapports, j'ai mal telle position, voilà. On voit très bien la différence quand le médecin est un homme et quand la médecin est une femme. La différence sur le diagnostic établi rapidement, ou en tout cas le fait de l'évoquer déjà? C'est pas évoqué avec les hommes en fait. Je vois avec mes associés, moi, on me dit des choses en consultation qu'ils n'ont jamais entendues, même après 20, 30 ou 40 ans de carrière, quoi. Qu'est-ce que tu vas leur proposer en termes de dépistage puis de traitement, toi? Alors, moi, je m'occupe que du côté gastro, parce que les IRM, les échos, tout ça, c'est pas moi qui fais, en fait. Ou en tout cas, très rarement, quand c'est pas connu et que je suspecte, ça m'arrive d'en prescrire. Donc du point de vue digestif, je vais surtout leur prélever, leur demander de réaliser une prise de sang pour éliminer ce que je t'ai dit, les Mickey, la maladie cœliaque, la recherche de carences, etc. Parce que parfois elles ont aussi des régimes alimentaires très stricts, donc elles peuvent être multicarencées, en vitamine B9, B12 et en vitamine C surtout. Et quand elles ont de la diarrhée, je leur fais faire une calprotectine fécale pour éliminer une maladie inflammatoire chronique intestinale. Et ensuite, une fois qu'on a éliminé ça, on va parler du traitement en soi de la colopathie fonctionnelle. Du syndrome de l'intestin irritable. Syndrome de l'intestin irritable.
un terme intéressant, le terme d'épine irritative, représenté par l'endométriose. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion ? Ouais. Donc, j'ai parlé des 5 signes, des 5 D de l'endométriose. Pour expliquer aux patientes, j'explique que l'ampoule, elle est allumée. C'est la douleur lésionnelle. Elles ont mal au rapport parce que ça vient appuyer sur le nodule. Elles ont mal pendant les règles, etc. Donc ça, c'est le nodule d'endométriose qui fait mal. L'ampoule est allumée, l'épine irritative. Et ensuite, quand on éteint cette ampoule, quand on met en quiescence les symptômes de l'endométriose, on se rend compte que persistent toujours des douleurs abdominales et de la symptomatologie de côlon irritable. Ça, c'est quand on éteint l'ampoule reste chaude. Et donc ça, c'est important aussi de prendre en charge la chaleur de l'ampoule, c'est-à-dire de tous les symptômes associés pour le traitement. Et c'est comme ça que je l'explique à mes patientes. D'accord. Ok, donc très clair. Donc dans ce contexte où toi tu es gastro-entérologue, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour pas qu'il y ait ces errances, diagnostiques, surtout côté gastro-entérologie ? La première chose déjà, c'est d'informer, d'éduquer et de leur faire comprendre le mécanisme, les douleurs lésionnelles liées à l'endo, et puis les douleurs fonctionnelles en lien avec la colopathie fonctionnelle. C'est quelque chose qui nécessite une prise en charge, à mon sens, multidisciplinaire, avec effectivement en partenariat très étroit avec les gynécologues. C'est bien fait en ce moment, ça, ce lien ? Nous, ça marche bien. On s'appelle, on s'envoie des mails. Je trouve qu'on a assez dispo. Il y a de la continuité. On communique hyper bien. Okay. Des fois, quand je les vois, je dis écoute, là, j'ai l'impression que ça va pas. Elle me dit ouais, du point de vue digestif. Voilà. Nous, on discute beaucoup entre nous. Donc, il faut vraiment qu'on soit main dans la main avec les gynécos. Et ensuite, ce qui est très important, c'est une prise en charge avec notamment des techniques paramédicales antalgiques alternatives, tu vois. La médecine intégrative. Ouais, complètement. Ça a montré l'efficacité sur la prise en charge de la douleur, notamment au niveau central, tu vois, en faisant de l'hypnose, l'hypnothérapie, avec toujours, par contre, des professionnels qui ont l'habitude, tu vois, de la colopathie fonctionnelle et de l'endométriose. Donc, il faut se faire son réseau. Donc, l'hypnose, de l'acupuncture, de la médecine chinoise, de l'ostéopathie aussi, gynécologique, avoir accès à des kinés, à une équipe spécialisée dans la prise en charge rééducation sportive aussi, parce qu'on le sait, quand on fait du sport, on va sécréter des endorphines, on va jouer au niveau central de régulation de la douleur, on gagne en confiance, en estime de soi, et puis c'est l'hormone du bonheur, quoi. Donc tout ça, il faut que ça s'articule, il faut que ça s'organise, une prise en charge diététique aussi, centrée toujours sur la patiente. D'accord. On fera un épisode sur la médecine intégrative bientôt. Il est prévu. La difficulté aussi, c'est que, à part ce prélèvement anatomopathologique, il n'y a pas de marqueur dans le sang. Souvent, les patientes sont en demande d'un diagnostic par une prise de sang. Là, c'est malheureusement la prise en charge de l'endométriose va évoluer, mais pour le moment, il y a quand même des examens complémentaires auxquels elles peuvent pas passer, desquels elles peuvent pas passer à côté, quoi. Exactement. Alors, il y a aussi cette histoire de micro-RNA dans la salive. Ok, dont je ne suis pas au courant. Qui est sorti il y a quelques mois sur une étude qui nécessite encore, je pense, je suis pas gynécologue, mais un petit peu plus d'études, si j'ai bien compris, qui n'est pas encore remboursée et qui coûte assez cher, je crois. D'accord. Qui permet de faire un diagnostic quasi de certitude de l'endométriose. Incroyable, ça serait incroyable, prometteur. Très prometteur. Ça permettrait vraiment de raccourcir cette errance diagnostique parce que, en moyenne, en France, c'est 7 à 10 ans d'errance. Et on sait, c'est montré que plus c'est long de faire le diagnostic et plus après, c'est dur de traiter la douleur. Tu vois, quand j'explique à mes patientes, on parle de douleur chronique depuis 3 mois, et elle me regarde, elle me dit « Mais ça fait 15 ans que j'ai mal au ventre ». T'imagines bien que les traitements usuels de la douleur... Elles ont essayé. Ouais, et puis ça va être inefficace, quoi. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus ancré, quoi. Là, on est vraiment sur le mécanisme même de régulation de la douleur au niveau microneuronal, quoi. Ok. En traitement médicamenteux purement symptomatique sur notamment le syndrome de l'intestin irritable, on est limité ? On est limité. Les antalgiques usuels, palier 1 inefficace, palier 2 dangereux, tout comme les paliers 3, avec un très fort risque d'addiction, de dépendance, d'accoutumance, tout à fait. Et avec les paliers 3, surtout d'hypersensibilisation. D'accord. Digestive. Qui peuvent en plus être... avoir un effet constipatoire tout à fait. Qui n'est pas du tout souhaitable dans ce contexte. Ce qui marche plutôt pas mal, quand elle le supporte, c'est l'acupan éventuellement. D'accord. Ça marche pas mal sur les douleurs de colopathie fonctionnelle. Ok. Les antispasmodiques type météospasmyl sont plutôt bons aussi, donc à essayer.
Ok. Hélène, merci beaucoup. On espère à ces patientes une accélération du diagnostic, de la prise en charge de tous leurs symptômes, parce que si on fait cet épisode, c'est parce que ça reste une problématique, même si j'ai dit que les choses allaient prendre sans doute un virage, ça reste trop lent. Donc merci beaucoup Hélène. Merci. À bientôt tout le monde. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.